Bonjour les potiers, si vous prenez le train en marche, ce n'est que la suite de la vidéo précédente. On parle d'engobe et d'émail. Alors, ceux qui ont vu le début, vous regardez bien, ce n'est que la suite. Au premier plan, la porcelaine sèche. Au deuxième, la même chose avec la faïence. Ici, on retrouve la même chose, mais mouillée. J'ai bien dit mouillée pour l'instant. On ne sait pas trop. On connaît par cœur le poids qu'on a pris. Ça, c'est très important. 1 kg pour la porcelaine, 3 kg pour la faïence. Vous voyez, c'est mouillé, hein, c'est pas du tout préparé encore. Mais là-dedans, on connaît notre matière sèche. Ça va être très pratique pour faire les calculs des colorants. Et voilà les deux colorants sélectionnés. Un très joli vert pomme, n'est-ce pas? Et là, ça sera du bioxyde de manganèse, ici. Donc maintenant, on va aller mettre à notre convenance l'eau qui nous convient, selon ce qu'on va choisir comme méthode d'application. Étape du mixage pour la porcelaine. J'évalue le premier brassage au mixeur et je trouve que c'est quand même beaucoup trop rigide tout ça. Donc on remet un coup de mixeur avec un peu d'eau. C'est parti. On va rajouter le colorant. Donc nous c'était 10% dans nos tests. 10% sur 1 kg, 100 grammes. Voilà. Donc on va mettre le contenu de notre petit sac dans le mélange et on va remixer. Et voici la jolie couleur verte. Direction le mixeur. C'est le moment de tamiser. On va verser le mélange dans le tamis de 120 microns, une bassine dessous, légèrement en pente pour pouvoir utiliser une maryse. C'est toujours notre mélange de porcelaine et de colorant vert. Je fais passer ce mélange comme ceci. Et toutes les impuretés, toutes les parties de terre supérieures à 120 microns vont rester dans le tamis. N'oubliez pas de récupérer l'émail qui est passé au travers des mailles par-dessous. Je rajoute un peu de peptapon au mélange. Une bonne cuillère de gel, là, ça fera pas de mal. Ça a un effet un petit peu de colle. Hein. Nous recommençons les mêmes opérations avec la faïence. Ici, juste la faïence avec de l'eau. On mixe, c'est parti. Franchement, le mélange est très dur. Je remets de l'eau. Dans ce mélange aussi, on rajoute un peu de peptapon. Ça aidera à la fixation de l'émail sur la pièce. C'est le moment du tamisage.
Alors dans la faïence, il y aura un petit peu plus de grains. C'est normal, mais ils vont rester dans le tamis de 120 microns. On va faire une pesée parce qu'il faut qu'on retrouve notre matière sèche qui est mélangée avec de l'eau. Donc il va suffire de peser ceci et de diviser par 3. Nous aurons donc à nouveau le poids de la matière sèche et de l'eau. Comme c'est marqué dans le titre, cette vidéo s'adresse aux débutants. Alors je vous montre quelques méthodes d'application de l'émail. Première méthode, le pinceau. Vous déposez votre couche d'émail comme ceci. Et vous tournez à chaque fois. Le plus dur, c'est d'être régulier. On peut aussi croiser. Il ne faut pas appuyer sur le pinceau. Il faut tirer. Alors avec un peu d'habitude, on arrive à des résultats tout à fait honorables. Je vous montre une deuxième façon de faire. Le trempage. Vous devez impérativement avoir ce genre de pince. Il ne faut pas trop serrer la pièce parce que les pinces sont pointues et ça peut très facilement passer à travers et faire un trou. Donc vous la maintenez simplement. Il ne faut pas la plonger à plat. Il faut rentrer comme si vous vouliez prendre une louche. Il faut ressortir pareil. C'est facile à dire. On va voir si c'est aussi facile à faire. Je rentre, je passe partout et je ressors et vite j'égoutte sur le coin. Vous devez attendre que l'émail rentre dans le tesson. L'émaillage au coulage. Mettre le récipient qui contient l'émail de manière à pouvoir tourner autour. Placez un support sur le récipient. Ensuite, placez votre pièce dessus. Prenez une grande quantité d'émail et versez-la généreusement sur la pièce. En une seule fois. Laissez égoutter, ça peut prendre un certain temps. Une fois que vous avez émaillé le bol, vous devez désémailler la partie qui va être au contact du four, c'est-à-dire ici le dessous. Vous pouvez aussi gratter avec un petit couteau les parties que vous ne souhaitez pas voir émaillées. Allez, je vous montre une autre méthode pour faire l'intérieur des pièces. Prenez suffisamment de matière. Allez, je verse dedans. Donc ça, c'est la méthode dite qui s'appelle du rinçage. Vous remplissez généreusement. Alors là, c'est une pièce assez difficile parce qu'elle est très refermée. Vous venez mettre l'émail à fleur en regardant jusqu'où vous en mettez. Voilà. Une fois que vous avez fait le tour, bon, on a bien remué, hein, mais là, il y en avait tellement que de toute façon, c'est allé partout. Ben, on fait ressortir le tout assez vite. Il ne faut pas que ça vienne lécher les parties, le col. Là, c'est acceptable. Donc ça, on va le nettoyer avec une éponge tout à l'heure. Alors, brièvement, je vous parle d'une dernière méthode. Hein, on n'a pas le temps de la faire aujourd'hui. Elle apparaît dans plein d'autres vidéos que j'ai déjà tournées. C'est la méthode au pistolet. Hein. On met l'émail là-dedans. Il faut de l'air comprimé. Le mieux, une cabine d'émaillage pour pas trop polluer. Et puis là, on va pouvoir jouer avec l'épaisseur de l'émail, faire des choses beaucoup plus régulières, mélanger des émaux, jouer avec éventuellement un dégradé,
Enfin, il y a plein d'autres possibilités, mais évidemment, il faut s'équiper de ce matériel. Alors, nous allons aborder une petite technique de décoration, parce qu'il va bien falloir utiliser l'engobe que nous avons fait, l'engobe de couleur verte sur de la porcelaine, qui va être monté ici sur du grès. Il faut que le grès soit à l'état cuir et même un peu mieux. Je vais utiliser deux outils pour faire du scratching. Un triangle qui fait plutôt des choses pointues et agressives dans la terre. Et ici, un rond de... ça, c'est un 8 mm. Il existe toutes les tailles. Alors, je vais essayer de styliser un petit arbre, par exemple. Hein. Donc, je creuse. Avec quelques branches. Et puis, avec l'outil rond, je vais essayer de faire des petites larmes comme ça, là. À côté. Il faut avoir un certain coup de main hein, pour se servir de ces outils-là. Alors, on peut faire aussi d'autres choses avec l'outil rond. Hein. Choses beaucoup plus allongées. Ou des petites... je sais pas comment on peut dire ça, mais des appuis moins longs. Hein. Longs, petits. On nettoie le tout. On récupère notre engobe de porcelaine verte et vous passez généreusement partout. Vous recouvrez tout. Voilà, vous ne cassez pas trop la tête. Il faut bien boucher les trous. Voilà. Une fois que le mélange est posé sur votre pièce, il va falloir attendre pour que le mélange durcisse, raffermisse. Mais oui, les commentaires arrivent, ne vous inquiétez pas. Je suis sur une pièce sèche. Et je présente mon mélange d'engobe sur la pièce sèche. Ce qui est risqué, c'est que la pièce sèche, elle est beaucoup plus fragile qu'une pièce qui serait à l'état cuir. Donc à manipuler vraiment avec précaution. Du moment qu'on fait tourner, on arrive à avoir une application assez homogène. Il faut que le pinceau soit vraiment extrêmement chargé en matière. Allez, je fais l'autre côté. Mon engobe de couleur verte. Même méthode. J'applique généreusement. Et puis je peux faire la lèvre du haut. Je reviens un petit peu sur la lèvre de jonction, l'arrêt. Je voudrais pas que ça se voit. Alors, on n'aura jamais le rendu que peut donner un pistolet, ça c'est certain. Mais enfin, bon, c'est une méthode qui est quand même connue, reconnue. Attention aux manipulations, laissez bien prendre avant d'enlever. Je refais exactement la même chose.
mais sur une pièce qui est à l'état cuir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va moins rentrer facilement, il est moins aspiré par le tesson. Par contre, on a moins de risque de surépaisseur. Alors peut-être qu'il faudrait y aller 2 fois. Je fais exactement la même chose en déposant mon engobe de couleur verte, je le rappelle faite de porcelaine, sur un grès. Ce qui va changer, c'est que le tesson, lui, maintenant, il n'est plus sec, il est humide. Donc il va moins absorber cette couche d'engobe, mais très certainement d'une manière beaucoup plus régulière. Allez, je dépose à nouveau l'engobe sur l'autre partie. Et je fais juste le haut de la lèvre. Je vous montre les 2 pièces. Alors déjà, on voit que le grip a fait ses marques. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Hein, j'ai été trop vite dans la démo. Ça, il faut absolument pas qu'il y ait ce genre de choses, vous vous en doutez. Donc à ne pas réitérer, plutôt tenir la pièce par l'intérieur ou ne pas mettre de grip du tout, la laisser sur du PVA ou alors toute autre méthode, la bouclette, mais il faut pas que le grip marque. Hein. La différence, ben, je pense que ça c'est plus net. Ici on a des petites surépaisseurs parce que ça absorbe un peu trop vite. Alors tenez pas compte hein, des marques du grip, mais juste ici c'est plus net. En revanche, pour avoir ce résultat-là, il faut quand même avoir quelque chose, une engobe, vous voyez, assez épaisse. Hein. Elle se tient sur le pinceau, elle tombe pas. Hein. C'est pas liquide. Je montre un bref instant comment désémailler le fond des pièces, même si c'est de l'engobe. Ça ne vous empêche pas de faire un travail soigné. Vous faites ce petit geste en tournant sur une lingette absorbante. Et vous regardez à chaque fois le résultat. Voilà, il faut que ça soit propre. Alors, je repars sur le Mishima. On a laissé tirer, c'est un petit peu sec, là, l'engobe. Ben, je pose ça sur un centreur automatique. Alors, celui-ci a l'avantage de proposer différents endroits où on peut mettre la pièce. Donc moi ça m'intéresse, je la tiens quand même. C'est du tournassage, on tourne vite et on refait un petit passage partout. Il faut arriver à gratter tout ça le mieux possible. Je tournasse l'ensemble. Alors ça donne des à-coups, hein, c'est normal parce qu'il y a la superposition là de... Et il faut passer partout. Normalement, voilà ce qui reste. Donc la couleur, elle allait se déposer dans les marques que j'ai faites. Ici, il manque un tout petit peu de tournassage. Bon, on coupera s'il y a des longueurs. Et voilà, on peut rien faire de mieux. Ah si, moi je connais quelque chose qu'on peut faire de mieux, c'est changer d'artiste. Hein, parce que là, l'artiste peintre, hein, c'est pas terrible. Les petites retouches finales, j'en vois une autre. On n'est pas toujours obligé de tout faire. On peut faire ça. Là, je vois que ça a débordé un petit peu l'engobe vers le haut.
C'est peut-être pas si facile que ça à aller passer l'outil. Donc vous pouvez terminer à la main avec un petit geste, un petit couteau. Vous enlevez juste la partie là qui était en trop. Voilà. Alors, on peut faire ça encore d'une manière plus sophistiquée. On ferait des trous un peu plus profonds et on passerait plusieurs engobes de plusieurs couleurs. Ce qui fait que quand l'outil après va passer, selon qu'on va appuyer plus ou moins sur l'outil de tournassage, on va pouvoir faire apparaître la couleur qu'il y a dessous. Si on avait mis un rouge par exemple sous le vert, à des endroits, on pourrait le faire réapparaître. Voilà, ça c'était le Mishima. Je vous montre le petit plan sur le chargement du four avec tous nos essais de couleurs mis sur des petites pièces. On est impatient de voir la sortie. Ça sera pour demain. Alors ce petit plan, c'est la même chose que les tessons. On a refait des petits essais sur des miniatures et au moins on voit un petit peu mieux les couleurs. Cependant, l'application a été faite très rapidement à l'aide de pinceaux, ce qui explique les nombreuses marques. Mais enfin, on voit quand même beaucoup plus ce que pourrait être cet émail sur une vraie pièce. Ça y est, le four est redescendu. 46 degrés, on peut y mettre les mains. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, déjà les choses semblent entières. Bien. Eh bien, on va dépouiller tout ça. Ça semble bien marcher. Voilà le début de notre production. Ah bah c'est sympa, c'est beaucoup plus mat que ce que je pensais avoir. Il faudra vérifier les températures du four. Ils n'ont pas été étalonnés. Donc tant que ça ne sera pas étalonné avec des montres, on ne saura pas vraiment si les degrés sont là. Pour moi, il en manque. Donc c'est un émail fait à base de manganèse et essentiellement, je dirais même 100%, de terre de faïence. Bon, le résultat est sympa. Pour l'engobe de couleur verte avec la porcelaine, pas vraiment de surprise. Bon, il va falloir progresser sur l'application même de l'engobe. Là, pour moi, on voit encore trop les coups de pinceau. Ce qui est drôle là, c'est que la petite pièce bleue, elle commence à briller un peu. C'est la même température. Alors, je ne sais pas si le manganèse n'aurait pas un effet matifiant. Bon, ça reste encore à tester. Et un petit emboîtement qui fonctionne, ma foi, c'est la limite, mais ça fonctionne. Quelques jours ont passé et voici tous nos tests. Les colorants et les oxydes. Alors je rappelle qu'ils sont tous numérotés. Et par exemple celui-ci, C4, C c'est un colorant, et sur la petite liste, on regarde, et cette 4, ça sera l'orange mandarine. Ça c'est impératif, de bien noter tous les tests. Alors après, il faut les regarder un par un, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes. Moi j'ai repéré celui-ci, oxyde numéro 2, c'était un oxyde de nickel. Et celui-là attire particulièrement mon attention, parce qu'on voit que selon l'épaisseur, on va avoir deux couleurs, du marron à un vert. Et ça, c'est intéressant. Tous ceux qui auront des pistolets pourront faire déjà deux couleurs, rien qu'avec cet émail. Alors, je rappelle que tous ces tests que vous voyez là sont faits avec des oxydes et des colorants de masse sur une même base, et que cette base, c'est tout simplement de la terre de faïence blanche. Bon, c'est quoi là ce plan sur les tessons? C'était dans le film d'avant, pas dans celui-là. Allez, je vous dis la vérité, on a eu des pannes, mais oui, des grosses pannes, deux pannes en fait sur deux fours, et ce qui fait que les températures n'ont pas été atteintes. Et c'est pour ça que j'avais déjà des doutes dans le film d'avant sur la colorométrie, sur la brillance des pièces. C'est vrai qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Bon,
Mais en fouillant un petit peu dans le programme des fours que j'ai, alors ce sont des programmateurs modernes, et là ça a servi puisque en fouillant, quand on regarde un petit peu, on a quand même un historique de ce qui s'est passé. Et j'ai pu constater que la température de 1250 degrés n'avait pas été atteinte. Voilà, c'était resté à 1236. Et ça parce qu'il y a eu un défaut dans l'alimentation, dans mon alimentation électrique. Donc ça a été réparé et j'ai changé tout ça. Entre-temps, il y a eu une deuxième panne, puisque comme il y avait beaucoup de pièces à cuire, on est reparti dans un autre four. Et là, sur l'autre four, pour une raison complètement... on ne sait pas quoi, je ne sais pas expliquer pourquoi, au lieu de 1250, il y avait écrit 1200. Alors, vous avez vu un peu mon hésitation dans 2-3 plans avant, là, quand on dépouille les pièces et que je vois cette couleur terne quand même, le manganèse là qui restait terne. Bon, c'était un peu bizarre. Alors, voilà, j'ai refait, on a recuit à la bonne température, tout est corrigé, et puis le plan qui arrive là, le prochain plan qui va terminer ce film, eh bien, c'est avec la bonne température et le bon effet. Donc rassurez-vous, la faïence, ça marche parfaitement quand on l'utilise comme un émail. Voilà, je vous dis juste la vérité. Voici les pièces réalisées en fin de stage. Il avait été choisi le 01, oxyde 01, le manganèse. Ben voilà, ça donne ça donne cette couleur. Je reviens sur le fondant de base là qui est la faïence. Vous pouvez faire exactement la même chose en utilisant une couverte transparente du marché. Ça revient pas trop cher et ainsi vous pouvez la colorer avec les oxydes et les colorants de base. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.